Alors n'importe quel type d'application, que ce soit web ou mobile, a besoin à un moment donné de centraliser ses données. Centraliser ses données généralement sur un hébergeur web. Mais depuis quelques temps, depuis même une bonne décennie, on parle aussi d'hébergement cloud. Alors l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils pensent que l'hébergement cloud, c'est finalement juste avoir des serveurs virtuels. Mais en fait, l'hébergement de cloud, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup mieux que ça. C'est justement ce dont on va parler aujourd'hui et pourquoi c'est super pertinent quand on est une startup. Alors bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique, avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre projet sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et via podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné quelques centaines de startups en tant que CTO. Alors, de nos jours, on voit beaucoup Amazon Web Services, IBM, Azure, Google Cloud, qui sont relativement un peu pushy et qui proposent plein de deals, que ce soit aux startups, aux incubateurs, aux accélérateurs, etc. Alors pourquoi ? Et est-ce que ça vaut le coup finalement de passer sur le cloud ? Alors la réponse est généralement oui, parce que déjà ils vont vous fournir un certain crédit de machines, etc. qui peuvent être intéressants, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que au lieu de payer ou de louer un serveur, que ce soit virtuel ou un serveur physique, à un hébergeur, vous allez non pas payer pour du temps de serveur, mais vous allez payer pour un service délivré, pour vous assurer que votre serveur, votre service, votre application, vos données sont toujours disponibles 24 heures sur 24. Sans avoir à payer des ingénieurs extrêmement chers pour gérer vos serveurs, pour mettre à jour votre système d'exploitation, l'infrastructure, etc. Tout ça, ça peut être géré par votre fournisseur cloud. Alors pour vous aider à comprendre la différence entre les deux, parlons un peu plus de déjà comment fonctionne un serveur basique et virtuel, puis ensuite on va détailler comment fonctionne l'hébergement cloud. Alors, déjà, un hébergement, c'est dans un data center. Dans un data center, nous allons avoir des serveurs physiques, qui sont comme des ordinateurs, mais qui sont dédiés à tourner 24 heures sur 24. La plupart du temps, ces serveurs tournent sur le système d'exploitation Linux. Et de nos jours, quand on loue un serveur, c'est rarement un serveur physique, mais c'est beaucoup plus fréquemment un serveur virtuel. Ce qui veut dire qu'en fait, les serveurs qui sont chez notre fournisseur, notre data center, dans le data center, sont tellement puissants qu'ils peuvent faire tourner plusieurs dizaines, parfois même centaines de serveurs virtuels sur un seul et même serveur physique. Et ça a aussi un autre avantage, c'est que si jamais il y a un problème sur une machine, sur un vrai serveur physique, parce que les disques durs, ça tombe en panne, la RAM, etc., il peut y avoir des vrais problèmes sur une machine. Eh ben, en fait, le fait que ce soit un serveur virtuel, si jamais il y a un problème sur un serveur physique, on va pouvoir continuer à faire tourner le serveur virtuel sur un deuxième serveur physique. Donc, vous allez de cette manière-là, généralement, éviter les interruptions. Alors, maintenant, parlons de votre application. Parlons de ce que vous avez besoin de stocker sur un serveur. Parce que finalement, un serveur, c'est pas forcément clair. Vous avez 3 composants à stocker. D'abord, une base de données. Une base de données, c'est là où vous allez stocker les informations de vos utilisateurs, leur email, etc. Un petit peu comme on stockerait une feuille Excel. Ensuite, vous allez avoir les fichiers. Les fichiers, ça peut être des logos, la photo de vos utilisateurs, leur avatar, des vidéos ou n'importe quel type de fichier que vous avez besoin, dont vous avez besoin de stocker sur votre serveur. Et pour finir, vous allez avoir besoin d'une application. Alors l'application, c'est généralement soit une application web, plateforme web, ou ça peut être juste un back-end, on appelle souvent ça une application aussi API, pour stocker les informations de vos utilisateurs. C'est souvent un dossier avec quelques centaines de fichiers qui représenteront ensemble votre application. Alors, si on utilise un serveur virtuel la plupart du temps, on va stocker ces 3 composants-là sur le serveur virtuel. Ce qui veut dire que s'il y a un problème sur le serveur virtuel, que ça vienne d'un problème physique, RAM ou disque dur qui tombe en panne, ou s'il y a un problème, par exemple, d'un fichier qui a été supprimé, ou vos développeurs a fait une erreur, etc., souvent, on peut perdre tout. Que ce soit la base de données, les fichiers, ou voire même l'application. Alors, ok, vous allez me dire, mais c'est pas grave, j'ai des sauvegardes. Oui, heureusement, j'espère que vous avez des sauvegardes. J'espère que votre hébergeur vous fournit des sauvegardes. Il faut réellement les vérifier de temps en temps. Mais la vraie question, c'est finalement combien de temps ça prend de restaurer un service quand on perd un serveur. Eh bien, ça va dépendre de savoir si oui ou non votre ingénieur est disponible. Parce que le process, c'est quoi ? C'est de reprendre un nouveau serveur,
redéployer l'application dessus. On va parler, dans ce cas-là, de la base de données, des fichiers de l'application. Et si tout va bien, relancer l'application. Ça peut prendre déjà, c'est un processus qui peut prendre déjà plusieurs heures, voire potentiellement des jours, si jamais votre ingénieur est en vacances ou il n'est pas disponible. Et puis, dans ce processus-là, il va falloir aussi rediriger le nom de domaine, parce que le nom de domaine de votre application.com a été sur l'ancien serveur. Donc, vous allez peut-être changer d'IP, il va falloir rediriger sur le nouveau serveur. Donc, ce process-là aussi peut prendre quelques heures. Bon, typiquement, héberger une application, votre backend, etc. sur un serveur demande beaucoup d'énergie, demande des compétences poussées. Il faut avoir un ingénieur qui est bon en système d'exploitation et en gestion d'application, en déploiement, pour pouvoir mettre à jour le système, l'application et gérer votre infrastructure. Et potentiellement, si vous avez des erreurs un jour, s'il y a des fichiers qui sont perdus, etc., ça peut être de lourdes sueurs froides, de grosses gouttes qui vont couler, et puis pas mal de temps de perdu à restaurer votre application. Potentiellement, vous allez perdre un peu en crédibilité auprès de vos utilisateurs, etc., etc. Alors, maintenant que vous savez exactement comment fonctionne finalement un hébergement sur serveur, nous allons maintenant parler de l'hébergement sur le cloud. Alors, le cloud fonctionne également dans des data centers. Nous allons avoir aussi des serveurs physiques qui vont faire fonctionner l'hébergement cloud. Mais au lieu d'héberger des serveurs virtuels, nous allons parler de clusters dédiés. Dédiés à quoi? Dédiés à des vraies fonctions. Des fonctions nécessaires pour votre application. Donc, nous allons par exemple avoir un cluster dédié aux bases de données, un cluster dédié au stockage de fichiers et un cluster dédié au stockage des applications. Mais on verra qu'il y en a plein d'autres, des clusters dédiés à l'intelligence artificielle, à la reconnaissance d'images, etc., etc. Finalement, au lieu d'acheter un serveur, ou louer un serveur, vous achetez un environnement qui fait tourner votre application. Et ça veut dire que c'est juste génial parce que tous les ingénieurs qui vont s'assurer que ça tourne 24 heures sur 24 sont fournis avec. Vous allez avoir des tonnes d'automatisation qui vont vous assurer que vous avez tout le temps les sauvegardes opérationnelles, que s'il y a le moins de problèmes, c'est restauré en quelques minutes, etc. Donc, c'est ultra confortable. Vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous concentrer sur les développements de votre application, demander à votre développeur de développer votre application, et une fois que l'application est prête, déployez vos fichiers, votre base de données et votre application sur le fournisseur cloud. Et c'est tout. Tout est sous la responsabilité ensuite de votre hébergement de cloud. Et s'il y a quoi que ce soit qui se passe, l'hébergement, le cloud relance votre application, relance votre base de données, relance tout, généralement en 1 minute maximum, voire quelques minutes dans certains cas. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça n'empêche pas qu'on peut faire des erreurs. Nous, en tant qu'humains, en tant que développeurs, on peut supprimer nos données. On peut effacer aussi des fichiers, tout comme on aurait pu le faire sur un serveur virtuel. Absolument. Et le gros avantage du cloud, c'est qu'ils vont avoir des fonctionnalités de restore point in time. Alors désolé pour les termes anglais, mais on est capable de restaurer une information de la base de données, par exemple, à une heure précise. Si on a eu un crash hier ou ce matin à 9h37, on va pouvoir demander finalement au cloud de restaurer la base de données à 9h36, juste avant que l'on ait eu le crash. Ce qui veut dire que de cette manière-là, vous allez pouvoir perdre un strict minimum d'informations sur votre infrastructure. Alors ces systèmes-là sont accessibles. Si vous avez un ingénieur qui est extrêmement fort, il a la possibilité de mettre en place ces systèmes très sophistiqués, mais généralement, c'est une perte de temps phénoménale. Et c'est le genre de système que l'on voit uniquement, moi j'ai vu dans le milieu bancaire, etc., qui sont très sophistiqués et qui sont rarement accessibles à des startups. Et aujourd'hui, ils le sont grâce aux hébergements cloud. Alors, la magie aussi du cloud, c'est non seulement que c'est fiable, non seulement que c'est pratique, ça fait gagner beaucoup de temps d'ingénieurs, mais c'est aussi scalable, c'est aussi capable de passer à l'échelle. Parce que l'on parle de 10 requêtes ou 100 000 requêtes, finalement, ça sera la même infrastructure. Si vous avez déployé votre application correctement, si le développeur a fait son travail pour customiser l'application, pour que ça s'intègre bien dans le cloud, vous n'allez pas avoir de soucis de scalabilité, de soucis de passage à l'échelle. Ça sera le problème de votre fournisseur cloud puisque c'est sa responsabilité de faire tourner votre application.
Et il ne la fait pas tourner seulement sur un serveur ou sur un cluster ou sur même un data center, mais il a la capacité de la faire tourner tout autour du monde, en fonction des services évidemment. Il va utiliser ce que l'on appelle des load balancers. Alors un load balancer, c'est ce qui va rediriger les requêtes de vos utilisateurs sur un cluster ou un autre, sur un data center ou un autre. Et quand on va généralement basculer d'un data center ou l'autre, ce ne sera pas vraiment des load balancers, ce sera plutôt la bascule de nom de domaine. Et la bascule de nom de domaine dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui peut prendre des heures, eh ben elle peut prendre que quelques secondes si jamais elle a été configurée correctement et bien gérée et qu'elle est bien gérée par votre fournisseur cloud. Donc finalement, peu importe ce qui arrive sur les serveurs, peu importe ce qui arrive, il y a même un avion qui peut tomber sur le data center, votre service peut être disponible quelques minutes après sur un autre data center. Alors vous allez me dire, c'est formidable, mais finalement il y a certainement des inconvénients à utiliser le cloud. Alors oui, comme tout, il y a des inconvénients et je vais vous les détailler. Il y en a même particulièrement deux. Le premier, c'est que votre application doit être adaptée. C'est-à-dire qu'au lieu de stocker par exemple les fichiers dans le dossier de votre serveur, eh ben, il va falloir que votre développeur prenne en compte qu'on ne stocke pas les fichiers à côté de l'application, mais on stocke les fichiers dans le dossier du cloud. C'est généralement quelques heures, voire, allez, au maximum quelques jours de travail pour adapter votre application, vraiment si votre application est complexe. Mais généralement, quelques heures suffisent. C'est particulièrement plus simple si jamais c'est géré dès le début. Deuxièmement, vous allez avoir besoin d'adapter un petit peu les services que votre application va utiliser. Typiquement pour l'envoi d'email, par exemple. Au lieu de gérer votre propre service d'email, vous allez pouvoir utiliser le service email de votre cloud provider, de votre fournisseur cloud. Pareil, vous allez pouvoir utiliser des services dédiés pour tel type de langage, tel type d'application, pour tel type d'algorithme d'intelligence artificielle, tel type de stockage de fichiers ou de base de données. Il faut simplement que votre développeur soit un petit peu au courant des technologies fournies et proposées par votre fournisseur cloud. Alors, dernière question, mais pas des moins importantes. Ok, finalement, combien ça coûte le cloud? Eh ben, comme souvent, on va vous répondre, ça dépend. Si vous avez juste besoin de faire tourner une fonction très basique, typiquement une API, pour stocker les fichiers de votre application mobile, et puis de stocker quelques fichiers, ça peut vous coûter que quelques centimes par mois. On parle souvent d'infrastructure serverless. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un serveur qui tourne 24 heures sur 24. Ça ne nécessite pas à votre cloud d'avoir des serveurs pour votre service qui tournent 24 heures sur 24. Et finalement, ils le font tourner sur leur infrastructure. Totalement géré. Maintenant, dans une organisation où vous avez besoin d'un service un peu plus présent, avec des temps de réponse plus rapides, etc., vous pouvez peut-être avoir besoin d'avoir des serveurs virtuels qui tournent 24 heures sur 24 pour faire tourner votre infrastructure. Même si c'est auto-géré par le cloud, etc., et que pour vous, c'est qu'un service, il peut avoir, lui, besoin de ce type d'énergie, on va dire, de puissance machine. Et dans ce cas-là, ça peut être un peu plus cher qu'un hébergement classique. Mais franchement, en général, l'hébergement cloud, c'est une très très bonne idée. Parce que ça va vous faire gagner un temps phénoménal en termes de gestion, d'ingénieurs, de soucis d'une manière générale, et au moins vous êtes prêt pour passer à l'échelle, pour avoir un service qui sera scalable. Donc beaucoup mieux que si vous aviez un simple serveur. Allez, en conclusion, l'hébergement cloud, franchement, c'est top. Ça permet d'avoir un service qui est disponible 24 heures sur 24 sans avoir des super ingénieurs qui soient disponibles 24 heures sur 24. S'il y a quoi que ce soit qui arrive, c'est sous la responsabilité de votre fournisseur cloud. Le failover, c'est dans le cas où il y a un souci, le redémarrage de votre application est automatique et généralement c'est fait sous quelques minutes. Et si jamais vous avez réellement un besoin, vous avez la capacité de basculer d'un data center à l'autre de manière relativement facilement, voire même de manière automatique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouvelles astuces sur comment monter et scaler votre startup. Et si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.